est disons, des caractéristiques différentes de ce qui se passe en Syrie, mais enfin, quand même, il y a quand même des vases communicants très forts entre les deux. Les Kurdes, qui actuellement se protègent leur territoire, n'iront pas se battre pour Mossoul. Mossoul étant une ville sunnite. Les Kurdes n'iront pas reprendre Mossoul. Il faut se mettre ça en tête quand même. Les seuls qui sont susceptibles de se battre vraiment pour Mossoul, ce ne sont pas les chiites en Irak, évidemment. On les a vus, ils sont partis très vite quand il s'agit de se battre contre Daesh. Ceux qui se battront, ce seront les tribus sunnites. Les tribus sunnites locales, dont un certain nombre d'entre elles ne supportent pas le joug de Daesh, mais pour certaines se sont fait massacrer parce que Daesh a réagi. C'est sur ces tribus sunnites qu'il faut s'appuyer. Et donc, il faut que le gouvernement irakien, le gouvernement central irakien, mette en place toutes les dispositions nécessaires pour que les sunnites ne se sentent plus écartés et de la vie politique et de la vie économique du pays, comme ça a été le cas pendant tout le gouvernement d'Al-Maliki. Et ce n'est que lorsque Mossoul aura été libéré que les chrétiens pourront revenir dans la vallée de Ninive, parce que Ninive est à 40 km de Mossoul, et vous le savez tous bien, et ce n'est pas pensable que les chrétiens puissent revenir avec Daesh à leur porte. Donc les chrétiens qui sont actuellement réfugiés au Kurdistan, malheureusement, nous ne pouvons pas faire autrement que de les accompagner dans ce qui va être une installation sur place pour un temps que nous espérons le plus limité possible, mais qu'il faut envisager quand même pour quelques années, malheureusement. Parce qu'on ne voit pas actuellement les choses évoluer beaucoup plus vite que cela. En Syrie, il y a eu des erreurs considérables qui ont été faites dès le début, que ce soit la façon dont on a mis comme préalable à toute discussion le départ de Bachar al-Assad, la façon dont on ne s'est pas soucié des visées stratégiques des Russes. On les a vilipendés à l'ONU parce qu'ils soutenaient le régime. Ils ne soutiennent pas plus Bachar que qui que ce soit d'autre, ils soutiennent le régime parce qu'ils considèrent que ils ont un intérêt, que ce soit pour leur action en Méditerranée ou pour leur pied au Moyen-Orient. Bon. L'Iran est un acteur de cette région, c'est évident, on ne peut pas faire l'impasse sur l'Iran. Or, on a fait l'impasse sur l'Iran aux conférences de Genève, c'est pas normal. Donc, qu'est-ce qui maintenant se dessine en quelque sorte, hein, c'est d'un côté c'est le rassemblement de l'armée de la conquête. L'armée de la conquête, c'est quoi? C'est quand même essentiellement des brigades salafistes, Al-Nosra, Al-Aram et compagnie, qui sont financées par nos amis des États du Golfe, hein, pour instaurer un régime d'obédience salafiste. Ce n'est pas forcément ce que nous cherchons. À côté, Daesh, dont on a suffisamment parlé aujourd'hui. Et donc, quand on dit qu'il faut se débarrasser de Daesh, il faudra aussi se débarrasser d'Al-Nosra et des autres brigades salafistes, hein, qu'on a laissé s'implanter, se développer. Nous avons, parmi les voisins, évidemment, on en a parlé tout à l'heure, en particulier Patrick Karam en a parlé, la Turquie. La Turquie qui joue un triple jeu inadmissible, proprement inadmissible, hein, qui soutient Daesh parce qu'ils y trouvent un intérêt financier, qui est en fait un État islamiste et qui ensuite fait semblant de se battre contre Daesh en ouvrant les bases aériennes aux Américains, mais qui, le fait, bombardent les Kurdes. Bon. Qui sont eux-mêmes, les Kurdes, les seuls, pour l'instant en tout cas, à se battre véritablement contre Daesh. Donc, de fait,
c'est pas en bombardant les Kurdes, ils aident Daesh. Là, il faudrait quand même savoir ce que l'on veut. Et les initiatives que l'on voit se dessiner actuellement, avec une action de plus en plus musclée des Russes, et une action également de l'Iran, qui veulent absolument préserver la partie qu'ils considèrent comme utile de la Syrie, et certainement à prendre en considération et à regarder de près. Que reste-t-il à faire, enfin, que pouvons-nous faire, nous? Bien sûr, une aide directe aux chrétiens sur place. Sur place, nous sommes, grâce à une générosité qui ne se dément pas de la part des donateurs français, nous agissons en aidant les populations sur place à non seulement survivre, mais surtout à relancer une activité économique. Quand on déplace complètement, comme ça a été le cas, une ville de 150 000 habitants, enfin une ville et une région de 150 000 habitants, bien évidemment, se sont déplacés tous les métiers. Donc toute une activité potentielle qu'il faut relancer avec du microcrédit, avec des logements pour l'instant encore sans doute préfabriqués, mais que petit à petit on arrivera à faire en dur. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est relancer la machine économique et redonner un minimum d'espoir à ces chrétiens qui sont pas si loin de chez eux, mais malheureusement qui ne peuvent pas y revenir. Et ensuite, une aide aux pays d'accueil. Les pays d'accueil des réfugiés actuellement, comme l'ont dit plusieurs orateurs, sont submergés par ces réfugiés, qui sont d'ailleurs des réfugiés qui, pour la plupart, en tout cas pour les Syriens, fuient la guerre, tout simplement. Hein, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, ils fuient la guerre. Et nous avons eu ce témoignage sur l'Égypte. Il faut que nous arrêtions de diaboliser le maréchal Al-Sisi, qui est le seul chef d'État arabe qui est pris en compte, et qui était le fait qu'il faut que l'islam fasse son aggiornamento, fasse son évolution vis-à-vis de la modernité. Et là, il y a une action à mener en ce qui concerne les droits de l'homme. Les droits de l'homme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la charte de l'ONU des droits de l'homme, qui est considérée comme la base normalement de toute constitution de pays civilisés, doit être effectivement adoptée par tout le monde, et non pas la charte islamique des droits de l'homme. Ce n'est pas la même chose. Merci. Chers amis, nous avons consacré notre après-midi à des questions qui me semblent être particulièrement importantes. Elles peuvent paraître éloignées de Montfermeil, ne le sont absolument pas. Mais je pense que nous avons su ouvrir notre regard, notre intelligence et j'espère également nos cœurs à ce qui se passe à quelques milliers de kilomètres de là et dont déjà nous ressentons les effets sur lesquels nous sommes les uns et les autres actifs. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de cet après-midi et plus particulièrement les personnes qui initialement n'avaient pas été forcément prévues entre guillemets, mais qui par leur présence et par le fait qu'ils aient accepté de venir à la tribune et le cas échéant de prendre la parole, ont donné un caractère encore plus large et tout à fait dans l'esprit de ce que nous souhaitons faire et continuer de faire à Montfermeil. Je les en remercie tout particulièrement, qu'ils le sachent. Je ne voudrais pas que nous nous quittions comme cela. Et donc, sur ma droite, il y a deux tantes qui vont vous accueillir pour que nous puissions partager le verre de l'amitié. Et comme à l'accoutumée, je ferai appel aux élus de la ville de Montfermeil, si vous voulez bien prendre en main le service
boissons et petits gâteaux, etc., pour que nous puissions continuer cet après-midi dans un moment de vraie convivialité. Merci de votre présence et vraiment je vous donne rendez-vous tout de suite là pour ce moment d'amitié. Merci. Dai, è una